Allez, mardi 26 novembre, bienvenue à bord si vous nous rejoignez. Il est 8h13 et comme promis avec Laurent, on accueille ce matin notre ami et journaliste Hugo Clément. Bonjour, Hugo, merci d'être là. On va parler ensemble, entre autres, de votre nouvelle série documentaire qui commence aujourd'hui, Sur le front, premier opus dans les océans, c'est le cas de le dire. Vous allez nous parler des hommes, des femmes qui, on dit toujours aux quatre coins, mais je crois qu'il y en a beaucoup plus sur la planète, font des choses extraordinaires. On en parle juste après ces quelques images qui vont nous montrer de quoi il retourne ce soir. Les braconniers jettent des pierres sur le bateau. Ces images de guerre viennent du Mexique. Un Français y risque sa vie. C'est une lance à eau ou c'est une mitraillette? Mitraillette? Pour combattre des organisations criminelles qui détruisent un écosystème unique au monde. Dans la même région, vous verrez aussi que la vie peut reprendre de manière phénoménale quand les milieux marins sont protégés à temps. Ah, il y a des requins là! En Australie, c'est un projet industriel insensé qui s'apprête à sortir de terre. Tout ce qui les intéresse, c'est ça. L'argent. Nous serons aux côtés des combattants qui s'opposent de toute leur force à ce désastre imminent. Vous êtes en état d'arrestation. Et vous aussi. Il y a urgence. Mais ce soir, vous découvrirez que des solutions existent et qu'aux quatre coins du globe, des gens se battent tous les jours pour sauver la vie marine. Mon rêve, c'est de laisser une empreinte sur la planète, pas une cicatrice. Hugo, il s'agit de montrer la beauté de cette planète, la beauté qui est en danger, et de nous faire culpabiliser un peu quand même. Surtout pas. Non, Bon. Surtout pas. On a voulu éviter cet écueil-là Attention. parce que c'est vrai que quand on parle d'environnement, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de bonnes Ouais. nouvelles. Toutes les études qui s'enchaînent, c'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle. Mais nous, ce qu'on a vraiment voulu montrer, c'est qu'il est possible de faire quelque chose, qu'il y a des femmes et des hommes tous les jours qui se battent et qui font des choses sur le terrain. Et puis surtout que les solutions, elles existent, on les connaît pour sauver les océans, on sait ce qu'il faut faire. Il faut créer des réserves marines, il faut réduire la pression au niveau de la pêche, il faut mettre un terme aux projets industriels qui détruisent les écosystèmes. Donc il faut appliquer ces solutions et mettre en lumière les gens qui se battent parce qu'on a envie de donner de l'espoir aux téléspectateurs. Qu'est-ce qui fait que tu t'es engagé du côté de ceux d'ailleurs qui depuis longtemps font exactement ce même boulot? C'est parce qu'il fallait du sang neuf ou parce qu'on s'est rendu compte sur les réseaux sociaux, notamment, on en parle souvent avec Laura, qu'il y avait un vrai mouvement qui existait, qui était légitime? Il y a un vrai mouvement, Ouais. c'est un réveil des consciences massif qui a lieu aujourd'hui, c'est vrai en France, c'est vrai un peu partout dans le monde. Et ce qui est en train de changer, je pense, c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à tout plaquer, à quitter leur vie en Ils le France. font, ouais. On en a rencontré dans ce film, notamment Benjamin, qui vivait à Marseille et qui est parti Ordinaire. à l'autre bout du monde, au Mexique, sur un bateau de l'organisation Sea Shepherd. Il vit en mer presque toute l'année pour combattre les cartels de la drogue qui font de la pêche illégale. Je veux dire, c'est des engagements qui sont vachement inspirants, je trouve. Parenthèse, Sea Shepherd, c'est avec Paul Watson, c'est l'émanation de ce qui a existé, ce qui est né en 70 avec l'Arc-en-Ciel et la Défense. Déjà, la prise de conscience, c'était 70, c'était les océans et les baleines. Ouais. Les baleines de Méditerranée, c'est un beau souvenir. C'est On va un voir parce que la magnifique télé souvenir. nous permet de faire des images extraordinaires Ouais. et c'est gentil de ne pas nous en priver justement. On va regarder ces images sur lesquelles on peut papoter d'ailleurs parce qu'on arrive à poser des caméras sur ces si beaux animaux. C'est un moment inoubliable. ça, C'est quand un même. moment inoubliable pour moi. C'était la première fois que je voyais des baleines d'aussi près. Alors là, les baleines qu'on voit sur ces images, ce sont des rorquals communs. C'est le deuxième plus gros animal du 20, monde. 24 mètres, Ouais, plus de parfois. 20 mètres. Ouais, ouais. C'est le deuxième plus gros animal du monde derrière la baleine bleue. Donc c'est très très impressionnant. Et puis ce contraste entre le calme qu'ils ont, la grâce avec laquelle ils se déplacent et leur taille, c'est très Hop. impressionnant. Caméra posée. Et là, on est avec des scientifiques du WWF. Et en fait, ils cherchent à savoir à quel point le plastique qui est présent en Méditerranée, la Méditerranée, c'est la mer la plus polluée du monde par le plastique, à quel point ce plastique contamine ces baleines et quelles sont les conséquences pour elles. Et dire qu'il faut peu de temps pour la remettre en bon état, cette Méditerranée. Laura, Oui, je voulais. Bonjour Hugo. Bonjour Laura. Je suis ravie de vous voir en vrai. Moi qui vous suis sur on va dire une grande majorité de vos réseaux, vous êtes extrêmement influent, très engagé. J'ai vu qu'il y a quelques jours, vous avez permis à un terrain de chasse de se convertir en réserve naturelle et en moins de 24 heures, vous avez pu collecter 150 000 €, ce qui arrive à peu de personnes. Même en télé, on n'y arrive pas toujours. Ça vous fait quoi d'avoir autant d'impact ?
L'impact, c'est les gens qui l'ont. Moi, je suis un peu le messager et je mets en lumière des projets qui me semblent importants. Et c'est vrai que ce projet, qui était un terrain de chasse dans le Vercors, c'était de la chasse en enclos, c'est-à-dire que c'était grillagé, on mettait des sangliers dedans et puis on leur tirait dessus. Là, il y a une association, l'ASPAS, qui a décidé d'acheter ce terrain pour en faire une réserve de vie sauvage où on ne peut pas couper les arbres, on ne peut pas chasser les animaux. Et il leur manquait 150 000 € pour faire cet achat. Effectivement, j'ai lancé cet appel sur les réseaux, on a récolté la somme en 24 heures et donc il y a plusieurs milliers de personnes qui ont participé, qui sont toutes et tous devenus un peu copropriétaires de cette réserve de vie sauvage et je trouve que c'est le bon côté des réseaux sociaux. On parle souvent des fake news, on parle souvent des problèmes liés aux réseaux sociaux, notamment avec les jeunes. Là, on prouve aussi qu'on peut faire des super belles choses avec les réseaux. Et justement, il n'y a pas trop d'associations qui vous sollicitent quand on voit l'impact que vous pouvez avoir. Vous devez être... C'est un leader. Donc je sais, on voit que vous êtes justement en collaboration avec plusieurs d'entre elles, mais il y a beaucoup d'associations pour l'environnement. Alors comment vous faites votre sélection ? Évidemment, c'est difficile de tout faire. On ne peut pas tout faire. Il ne faut pas avoir des ambitions trop importantes. Il faut se fixer des objectifs atteignables. Et c'est pour ça qu'on fait ça sur des projets très ciblés. Moi, j'aimerais pouvoir aider toutes les associations qui se battent pour l'environnement tous les jours. Mais c'est vrai qu'il faut cibler des projets. C'est difficile. On essaye de cibler les projets qui sont le plus percutants et les plus concrets. Parce que je pense qu'on est dans une époque où les gens en ont un peu marre du blabla. On a un peu marre des débats, de savoir si oui ou non il y a du changement climatique, si oui ou non c'est grave. Maintenant, les gens ont envie d'action. Ils nous disent, et ils nous le disent tous les jours, qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est dramatique ce que vous nous montrez, c'est très triste, on est touché par cette situation, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans notre vie de tous les jours, sans changer complètement notre vie et sans remettre en cause notre boulot, notre vie quotidienne, etc. Il faut donner des clés aux gens et leur permettre d'agir. Ouais, je pense qu'il faut réconcilier les générations aussi, parce que dans ce débat, il y a un problème générationnel et intergénérationnel. Ouais. Ceux qui pensent que la chasse, la tradition, etc., l'agriculture comme avant, machin, que tout ça doit rester tel quel, et les autres qui les regardent en dessous, ça peut créer des problèmes au sein même des familles. Comment faire ? La télé ? Alors déjà, la télé, c'est un vecteur, effectivement. Et puis déjà, je pense qu'il faut dire que toutes les générations sont concernées par ce qui se passe en ce moment et ont cet éveil citoyen. Il y a des gens de plus de 60 ans qui sont très concernés par ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont participé aussi à cette levée de fonds. Ils nous envoient des messages pour nous demander plus d'informations sur ce qui se passe un peu partout dans le monde. Donc je pense qu'il ne faut pas mettre un fossé entre les générations et dire, en gros, les jeunes, ils sont conscients de ce qui se passe et les moins jeunes, ils s'en foutent. Je pense que ce n'est pas du tout le cas. Je pense qu'il y a vraiment, y compris dans les campagnes, sur le problème de la chasse, les plus farouches opposants à la chasse, ce ne sont pas les citadins, ce sont les gens qui vivent dans les campagnes tous les jours et qui font face à ces problèmes-là. Alors justement, on va retourner en images sur le bateau du Panda, sur Panda, Blue Panda, qui est le bateau du WWF qui a sillonné et à bord duquel tu étais avec l'équipe qui t'a accompagné pour suivre ces baleines dans une mer très plate comme une godasse, on dit. C'était magnifique. C'était tellement de mer d'huile, c'était beau. On va retourner sur ce bateau parce qu'il y a des scientifiques, il y a des jeunes et des moins jeunes et ils ont tous cette même préoccupation. Et à un moment donné, il y a une flèche qui est tirée avec une arbalète pour faire un prélèvement de peau et de graisse de la baleine pour justement mesurer l'impact du plastique. On voit ces images, je ne sais pas. Oui, on va les voir, sans doute. Et il y a plusieurs générations qui sont là et tout le monde dit oui, la Méditerranée. Et on n'est pas loin, notamment, de Rome et d'Ostie, la plage de Rome. On regarde tout de suite, Les biologistes veulent savoir si même ici, à une telle profondeur, loin des côtes, les rorquals sont contaminés aux microplastiques. Pour cela, ils vont prélever un échantillon de graisse. C'est ce qu'on appelle une biopsie. Les outils ne sont pas très rassurants, mais c'est la seule solution pour atteindre l'animal de loin. Ce qui est compliqué, c'est que la baleine en surface, elle reste 2-3 minutes, mais le moment où on a une fenêtre de tir, c'est 1 à 2 secondes. Parce que c'est le moment où elle présente son dos, elle cabre le plus. Alors là, tu me bloques, Seb. Tu l'as vu ? Ouais. Seulement quelques grammes ont été prélevés sur ce colosse de 40 tonnes. Il n'a rien senti. Ah oui, dans ce même document, effectivement, et un petit peu plus tard, on s'aperçoit que les Italiens sont de gros pollueurs. C'est un problème aussi de pays à pays et dans une Europe aujourd'hui qui ne va pas toujours dans le même sens.
Oui, effectivement, mais le plastique en Méditerranée, c'est une catastrophe. On l'a dit, c'est la mer la plus polluée du monde par le plastique. Et alors, l'utilité de ces prélèvements qu'on vient de voir, c'est qu'en fait, ils analysent la graisse des baleines et les scientifiques veulent savoir si, au-delà de l'estomac, le plastique est présent dans la chair des animaux marins. Et malheureusement, les résultats sur les dernières années de campagne, c'est que 100% des baleines de Méditerranée, 100%, sont contaminés au plastique par des particules qu'on appelle les phtalates, qui permettent au plastique de résister au choc thermique, mais quand il se retrouve dans l'eau, ça se dilue et ça se retrouve dans l'organisme des cétacés. Et la conséquence pour eux, c'est un affaiblissement du système immunitaire et une plus grande mortalité face aux épidémies qui circulent dans la nature. Est-ce que le changement passera aussi par l'éducation des plus jeunes? Vous êtes beau papa? Oui. Ouais, et vous allez être bientôt papa d'ici un mois. Ouais, Donc, déjà déjà. Ça passe vite. On voit tout ça sur les réseaux sociaux. Et votre belle-fille, est-ce que vous échangez avec elle? Est-ce que vous la sensibilisez à ça? Mais alors, ce qui est fascinant et ce qui donne beaucoup d'espoir, c'est que quand je parle avec Ava, ma belle-fille qui a 9 ans, elle est au courant de plein de trucs. Et moi, à 9 ans, j'avais aucune conscience de ce dont elle est au courant. Il y a une séquence, notamment dans le documentaire, où on va dans une école au Sainte-Marie-de-la-Mer, en Camargue, où les enfants discutent avec une biologiste et ils sont super au courant de ce qui se passe. Et ça a changé. Et je pense que ça va être les enfants, peut-être, qui vont sensibiliser de plus en plus leurs parents. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est en écoutant les jeunes générations. On le voit, ce qui se passe, ce sont les lycéens qui se mobilisent le plus pour le climat. Ce sont les étudiants qui sont le plus touchés par ces questions-là. Donc, il faut écouter les plus jeunes aujourd'hui, écouter ce qu'ils ont à nous dire. Et ce sont eux qui vont subir de plein fouet les conséquences d'un monde qui va être de plus en plus dégradé et où les conditions de vie vont être de moins en moins bonnes. Oui, je reviens sur l'histoire du dialogue et du problème intergénérationnel. Quand on voit les jeunes dans la rue et Greta, on montre du doigt en disant « bande de petits inconscients, en tout cas vous êtes de gros pollueurs aussi ». Je crois qu'il y a effectivement, une vraie prise de conscience. En tous les cas, il y a des vraies questions qui se posent chez les plus jeunes. Il faut réunir les générations. Moi, je pense qu'il faut vraiment arrêter d'opposer les différentes générations. C'est un combat qui nous concerne tous. Et moi, je rencontre des grands-mères qui sont très concernées, je rencontre des lycéens qui sont très concernés. Je pense qu'il faut vraiment se mettre tous ensemble et ne pas faire de différence en fonction de l'âge. Vous avez dit sur une vidéo qui a été postée sur le Huffington Post que la meilleure solution pour préserver nos océans, c'est finalement de ne rien faire. Oui, tout à fait. Bon, c'est pas moi qui le dis, ça je relais la parole des biologistes. Et c'est vrai que la meilleure solution, c'est de ne rien faire, c'est de ne pas toucher les océans, c'est de réduire la pression de pêche, c'est de créer des zones où les animaux sont protégés, c'est d'arrêter de créer des projets industriels comme on le voit en Australie avec des énormes mines de charbon juste à côté de la Grande Barrière de Corail qui mettent en danger les récifs coralliens. La meilleure solution, c'est de se dire que nous, les êtres humains, il faut qu'on se retire un peu sur la pointe des pieds et qu'on laisse respirer les écosystèmes. Moi, j'aime bien l'image d'une planète dont on maintient la tête sous l'eau. Voilà, nous, l'espèce humaine, on maintient la tête de la planète sous l'eau depuis trop longtemps. Et là, elle est à bout de souffle et il va falloir qu'on la laisse un peu respirer, ne serait-ce que quelques minutes qu'elle reprenne son souffle. Donc, il faut qu'on relâche la pression. Les puissances d'argent, les lobbies vont perdre alors. J'espère. Et je pense que les lobbies et les puissances d'argent, c'est nous qui leur donnons de la force. C'est aussi à travers nos choix de consommation, c'est à travers des décisions qu'on prend dans notre vie quotidienne. Ce ne sont pas des monstres indépendants qui se créent tout seuls, c'est nous qui les créons. Donc si nous, les citoyens, on décide collectivement de changer notre mode de consommation et d'agir et d'alerter sur ces questions-là, je pense qu'on peut avoir beaucoup plus de force qu'eux. Pardon, je dis tu parce que je dis tu à tous ceux qu'on aime ici. On peut se tutoyer, il n'y a pas de problème. Avec grand plaisir. Quand Greta est montrée du doigt comme ça fait pas un peu mal au cœur? Parce que toi aussi, tu as été montré du doigt aussi. Je me suis dit, tiens, il a trouvé un nouveau créneau, l'environnement. Il faut accepter les critiques. Les gens ont le droit de donner leur avis. Et on est dans un pays où les gens ont le droit de donner leur avis. Et c'est très bien comme ça. Après, je pense que c'est dommage quand j'entends des hommes de plus de 60 ans qui sont extrêmement virulents à l'égard d'une jeune fille de 16 ans, en se moquant de son apparence, en se moquant de son ton, en se moquant de son handicap aussi, parfois, pour décrédibiliser le message plutôt que s'attaquer au message, je trouve ça dommage. Si vous avez des arguments à mettre en face de ce que dit Greta Thunberg, dites vos arguments, mais ne vous attaquez pas à la messagère. Il faut pas, quand le sage montre la lune, il faut pas regarder le doigt, il faut écouter ce que le sage a à dire. On est allé jusqu'à la critiquer parce qu'elle allait à la voile en bateau jusqu'à New York. C'est ça qui est dommage. En disant, oui, mais il y a du carbone sur le bateau. C'est ça, oui, mais c'est ça qui est dommage. Voilà, il faut écouter ce que cette jeune fille a à dire. Elle a le mérite de mettre devant des millions de gens le discours scientifique parce qu'elle se contente finalement de répéter ce que disent les scientifiques depuis des dizaines d'années. Mais qui les a écoutés, ces scientifiques, depuis des dizaines d'années? Le monde associatif n'était pas toujours uni sur le front, justement. Le front des océans et le front de la planète en général. Ça a changé, ça?
C'est en train de changer, je pense qu'il y a une cohésion qui est en train de se créer. Il y a surtout une prise de conscience de tous les acteurs qui se disent on n'a plus le temps. Voilà, on est face à une urgence. On ne parle plus d'études à 100 ans, 200 ans, qui sont un peu abstraites. On parle de maintenant, et dans ce documentaire ce soir, c'est ça qu'on a voulu faire aussi, c'est parler de l'urgence des choses qui se passent en ce moment. Le vaquita, qui est un petit cétacé qui vit uniquement au Mexique, il est en train de disparaître. Maintenant, il en reste entre 6 et 20. Entre 6 et 20 individus. Donc on ne parle pas de quelque chose à plusieurs années, on parle de maintenant, la disparition. C'est aussi important de parler de lui que de certaines espèces, parmi tant d'autres, de primates par exemple, sont en train de disparaître. Même le blaireau, on en a parlé ce matin et on en reparlera ce matin avec Natacha Harry. Les moineaux. Est-ce que vous voyez encore beaucoup de moineaux en France? Alors, moi je suis très content parce que je veux dire, je vis dans la région parisienne et je vois cette année plus que les 6 dernières années des martins pêcheurs. D'accord. Magnifiques oiseaux. Non mais c'est vrai. Parce que moi je trouve que on n'entend plus les. Enfin, même par rapport à mon enfance, moi j'ai grandi dans un village qui n'était pas une grande ville, donc j'entendais des oiseaux. Bien sûr. Et j'ai l'impression aujourd'hui, quand je sors de Paris, qu'on entend beaucoup moins les oiseaux. C'est comme si c'était effacé. On n'hésitait pas à éradiquer les colonies de goélands en Bretagne quand elles gênaient la population. Puis après, on leur a demandé de revenir. Le coup de cœur aujourd'hui, ce serait pour qui? Ce serait pour ceux qui ont été rencontrés au Mexique, en Australie c'est difficile, en vous me posez une colle. Bon, déjà, assez enquiquiné avec ça. Il y a beaucoup de coups de cœur dans tout ce film. Il y a des gens particulièrement moi, j'ai été particulièrement touché par John, qui est un biologiste marin, spécialiste de la Grande Barrière de Corail en Australie. Avec qui on passe beaucoup de temps, et qui nous explique qu'il a un peu un rapport familial avec le récif et qu'il est entré en dépression récemment parce que la Grande Barrière de Corail est en train de mourir. Presque la moitié des coraux de la Grande Barrière ont déjà disparu à cause du réchauffement de la température de l'eau, et qui nous dit qu'il a décidé de se battre pour cette Grande Barrière comme si c'était quelqu'un de sa famille, comme si c'était son enfant qui était malade. Et c'est un discours très très puissant parce que c'est un scientifique, et pendant longtemps les scientifiques se sont contentés de dire voilà, on alerte mais on donne pas notre avis. Et là ce qui est en train de se passer, c'est que les scientifiques ils disent on a alerté pendant des dizaines d'années, personne nous a écoutés, maintenant on agit et on a envie de se battre nous aussi. Et j'ai été très touché par ce John. Très très belle image et très belle synthèse de ce qu'on doit tous ressentir aujourd'hui pour notre planète. On sera d'ailleurs sur le front à partir de 21h05. Merci Hugo. Merci à vous. Merci.